Après avoir présenté Doctrine, nous allons maintenant commencer à travailler en utilisant cet ORM-là. Donc l'idée c'est d'aller configurer notre application et afin de pouvoir gérer notre base de données. Donc la première chose à faire c'est d'aller configurer votre base de données. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans app config et dans config.yaml, vous allez voir qu'à un certain moment, vous avez la configuration de Doctrine. Donc l'ensemble des paramètres pour configurer Doctrine sont là. Donc le driver c'est PDO MySQL pour ceux qui travaillent avec MySQL, c'est notre cas. Après on a la définition du hôte, du port, de la base de données, du user et du password. Vous allez voir que réellement c'est les propriétés utilisées lorsque nous avions voulu nous connecter à une base de données en utilisant PDO. Et c'est normal parce que Doctrine, il utilise PDO. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller définir tout ça. Sauf que, en voyant qu'il y a un pourcentage ici, il faut savoir que cela signifie que c'est des paramètres qui ont été introduits au niveau du fichier parameters.yaml. Et donc, c'est là où on va tout définir. Donc, la base de données, on va l'appeler tuto info. Voilà. User c'est root dans mon cas et j'ai pas de password, donc ça reste comme ça. Donc là on a paramétré notre base de données. La deuxième étape à faire c'est d'aller créer cette base de données là afin de pouvoir l'utiliser. Donc je vais aller ici ouvrir une nouvelle ligne, donc une nouvelle console. Vous voyez que j'en ai deux maintenant. Celle-là, je ne peux pas la fermer parce qu'elle utilise... mais bon, on n'est pas en train d'utiliser le serveur de Symfony, donc je vais utiliser celle-là. Donc là, ça va être un PHP bin/console. Et on va voir la liste des commandes offertes par cette console-là. On va chercher quelque part le terme doctrine. Donc voilà une liste exhaustive des commandes doctrine offertes. Donc on va chercher quelque part quelque chose qui nous dit qu'il va nous créer une base de données. Donc là, la voilà. Donc doctrine.database create permet de créer de configure the database. Donc celle que vous avez configurée. Donc logiquement on va utiliser doctrine.database.create. Donc ça va être un PHP bin console doctrine.database.create. Et là, elle devrait aller me créer ma base de données. Effectivement, created database tutos info for connection named default. Si on va aller dans MySQL accéder à l'administration, donc il va m'ouvrir PHP myadmin, on va trouver notre base de données qui est tuto Sympho. Et c'est bon, donc on a pu créer notre base de données. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est d'aller créer une entité. Donc, comme vous l'avez vu dans les différents supports que vous avez eu concernant les entités, une entité, ça va représenter une table au niveau de la base de données. Donc, on a plusieurs façons pour définir une entité, pour la paramétrer. Et si on suit les consignes de Sensiolab, eh ben, il faudra utiliser les annotations avec les annotations pour paramétrer votre entité. Donc on va aller voir est-ce qu'il y a une commande qui nous permet de générer une entité. Bon, ici je la vois directement, c'est doctrine.generateEntity et il nous dit que it generates a new doctrine entity inside the bundle. Elle va nous créer une entité à l'intérieur d'un bundle. Donc c'est ce que je vais aller essayer de faire. Donc php bin console doctrine.generate.entity. Donc génère-moi une entité. Donc maintenant il va m'envoyer au générateur d'entité de Doctrine. Donc il me dit welcome to the Doctrine2 entity generator. This command helps you generate Doctrine2 entities. First, you need to give the entity name you want to generate. You must use the shortcut notation like Acme blog bundle 2.post. Donc ici,
ça, c'est la notation utilisée afin de lui dire c'est quoi le nom de votre entité. Si on l'analyse un petit peu, en fait, c'est le shortcut name de votre bundle qui va être créé lorsque vous utilisez votre bundle, lorsque vous le créez. Mais réellement, c'est quoi? En fait, c'est la concaténation. Généralement, c'est la concaténation du chemin pour accéder à votre bundle. Donc, par exemple, ici, nous, on a deux bundles. Le premier, c'est app bundle et directement, il n'y a pas de bundle. Donc, ici, le shortcut name, c'est directement app bundle. Par contre, pour le second, c'est Ayman First Bundle. Donc, notre shortcut name, ça va être Ayman First Bundle. C'est la concaténation de chemin pour arriver à ce bundle-là. Donc, nous, on va utiliser notre app bundle. Donc, on va lui dire que on veut que ça soit dans app bundle. Et je vais utiliser une personne. Donc, je ne vais pas chercher un exemple particulier. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Donc, mais, par contre, il me dit que app bundle, ah oui, does not exist parce que j'ai oublié le L, tout simplement. Bundle, voilà. Là, ça devrait marcher. Maintenant, il va me dire determine the format to use for the mapping information. Donc, quel est le format que vous voulez utiliser pour le mapping de vos informations. Donc, la partie que vous avez déjà vue qui concernait le mapping et qu'on va revoir lorsqu'on va générer notre entité. Donc ici, il nous dit que les formats de configuration sont YAML, XML, PHP or annotation, ce qui est les formats par défaut pour la plupart des configurations, que ce soit pour les routes ou pour quoi que ce soit. Et par défaut, il nous demande, pour moi, c'est annotation. Donc on va choisir annotation. Maintenant, il nous demande d'ajouter un new field name, donc d'aller lui renseigner les noms des champs qu'on va utiliser. Donc je vais commencer par le nom de la personne. Ça va être un string. String, c'est l'équivalent du varchar niveau base de données. Oui, je vais prendre 50. Est-ce que c'est nullable? Est-ce que ça peut être nul? Non, c'est pas nullable. Unique, non. Le nom, il peut se répéter. Je vais prendre le prénom. String 50, voilà. Bon, généralement, lorsque vous codez, il est préférable de coder avec l'anglais qui est la langue internationale, mais là, c'est juste pour avoir des petits exemples, donc on n'entre pas dans ces détails-là, mais il est préférable de faire ça. New field name, donc on va prendre l'âge aussi. Là, on va avoir un entier pour l'âge, donc on va voir qu'est-ce qui ressemble le plus à un entier. Et vous avez eu ça, donc vu ça, c'est integer. Integer, voilà. Mais vous voyez que lorsqu'on choisit integer, il ne nous demande plus le field length parce que ça ne correspond pas à une des propriétés du type integer. L'integer n'a pas de taille. La taille elle est prédéfinie dès le départ. Il n'est pas nullable, il n'est pas unique. Pour le moment, on va juste garder ça. Et il nous dit press return to stop adding fields. Donc appuyez sur return pour arrêter d'ajouter des champs. Et donc en appuyant sur return, il va déclencher la génération de l'entité. Il va créer un dossier entité sous le bundle app bundle. Ensuite, il va créer le fichier person.php qui est notre entité sous ce dossier-là. Et il va les générer tous les deux et on a un OK ici, tout est bon, donc everything is OK, now get to work, et il est content, il y a de quoi. Là, il vient de nous créer notre première entité. Donc si on va aller voir notre entité pour essayer de l'analyser, donc là, voilà, le dossier entité a été créé avec l'entité personne dans ce dossier-là. Donc si on va faire un petit tour dans notre entité, dans tout ce code qu'il a créé lui-même et pour essayer de comprendre un peu ce qu'il a fait. Donc déjà au départ, bon, le namespace c'est le dossier entité sous app-bundle, c'est exact. Après il a utilisé le mapping de l'ORM doctrine et il a mentionné que cette classe-là, ça va être invoqué avec le nom ORM. Donc la majorité de nos annotations va avoir @ORM. C'est exactement ça, on voit que partout c'est là. Et en sélectionnant ce ORM là, automatiquement tous ces ORM là sont sélectionnés.
Ensuite, là, c'est les annotations de la classe. Donc ici, il nous dit que c'est une entité. Donc pour dire ce qu'est une entité, c'est @orm/entity. Après, il va mentionner les repository class qui est associé à cette entité-là. On va comprendre après c'est quoi le repository exactement. Pour le moment, c'est un fichier PHP, c'est une classe PHP qui est associée à notre entité. D'accord? C'est là où on va personnaliser nos requêtes. Maintenant, puisque par défaut, il va avoir le même nom de la classe que la table, sauf que par convention, le nom d'une table, c'est en minuscule, alors que la classe, c'est en majuscule. Ce qui fait que on va avoir un petit p ici au lieu de personne. Sinon, il aurait appelé dans la table personne, ce qui est contraire aux conventions. Donc ici, notre table, elle va avoir comme name personne. Donc là, on a annoté notre classe et on sait maintenant que personne, c'est une entité qui va correspondre à la table personne. Donc maintenant, on remarque qu'il a créé un ID qu'on lui a pas demandé de créer réellement. Et c'est normal parce que Doctrine, en tant qu'ORM, il travaille avec l'ID. C'est dans son fonctionnement interne, il va générer un ID qui va avoir un generated value auto. Donc ça va être de l'auto-incrémentation de type entier et ça va être l'ID. Et donc ça va être l'identifiant de de vos objets, de vos enregistrements au niveau de la base de données. D'accord? Ensuite, il a créé un attribut nom, c'est celui que nous avons commandé. Ce nom-là, il a un type string, c'est ce qu'on lui a dit, avec un length de 50. Donc, toutes les informations qu'on a écrites et mentionnées au niveau du générateur d'entité, il les a récupérées afin d'annoter en fait ces propriétés, ces attributs-là. Même chose pour le prénom, pour l'âge, etc. Tout ça, c'est des attributs private et pour respecter la notion d'encapsulation. Et ensuite, il nous offre les getters et les setters de ces attributs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter un autre attribut, l'annoter correctement et aller lui ajouter ces getters et setters pour pouvoir l'utiliser et l'insérer au niveau de notre base de données. Maintenant que nous avons notre entité, que nous avons analysé notre entité, nous avons l'entité au niveau PHP, mais nous ne l'avons pas encore au niveau base de données. On peut vérifier, hein. Il ne va rien faire tant qu'on ne lui dit pas de le faire. Donc si je vais aller chercher ma base tuto Symfony, bah il n'y a rien. Il n'y a pas de table et il attend qu'on en crée une. D'accord? Donc pour ce faire, on va donc aller comme d'habitude à notre console et on va lui dire php bin/console doctrine schema. En fait, on a schema create et on a aussi schema update qui marche pour la création aussi. Personnellement, j'utilise toujours le schema update et schema update, elle contient deux options. La première, c'est bon, je vais cliquer et là, il va me dire qu'il y a deux options et c'est quoi le rôle de chaque option. Voilà. Il me dit que il va exécuter une commande et vous devez passer une option à cette commande-là. Et il nous dit que les options existantes sont les suivantes. Ou bien vous faites un --force pour exécuter directement la commande, ou bien un --dump-sql to dump the SQL statements to the screen pour afficher les requêtes SQL qui vont être exécutées par rapport à l'état de votre base de données et à l'état de votre code PHP. Donc nous, on va commencer par ça. On veut voir ce qu'il va exécuter. Peut-être qu'il va se tromper. Peut-être que nous, on va faire quelque chose qu'il ne faut pas. Donc --dump-sql. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher la commande SQL qui va exécuter. C'est create table person. Oui, c'est ce qu'on veut. On veut créer notre table avec un ID en auto-incrément qui est non nul, exactement. Avec un attribut nom qui est un varchar de 50 qui est non nul. Un prénom pareil. L'âge et il a défini une clé primaire qui est l'ID. Après, il a dit que les caractères vont être en UTF-8.
D'accord? Bah, ça a l'air correct. Donc, je vais faire un tiret force tout simplement et je vais exécuter. Donc, il me dit updating database schema. Database schema updated successfully. One query was executed. C'est normal, il nous a affiché déjà qu'une seule requête. On va aller vérifier au niveau de notre base de données s'il y a quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, la table personne a été ajoutée. On va aller voir la structure de cette table-là. C'est exactement la structure que nous avions commandée avec l'ID qui a été ajoutée par notre ORM. Donc on a réussi en utilisant juste quelques commandes et en n'écrivant presque aucune ligne de code à créer notre base de données, à générer une entité et on a généré aussi la table de la base de données qui va correspondre à cette entité-là. Et donc ça facilite énormément le travail. Utilisez toujours le -dump-sql avant d'aller exécuter vos commandes parce que des fois vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Prenons à ce use case là, vous avez ajouté un attribut. Par exemple ici on va aller ajouter un attribut qui va s'appeler, je sais pas, image, path de l'image, donc l'image de la personne. Et on va aller dire que ce path-là, il ne doit pas être nullable. C'est-à-dire que je veux que toute personne existante dans ma base de données, elle ait une image. Donc lorsqu'on va exécuter notre requête, lorsqu'il va ajouter ce champ-là, il va se rendre compte qu'il ne doit pas être nullable. Et qu'il y a que les anciens éléments existants dans la base de données, et ben, si on va leur ajouter ce champ-là, il va automatiquement être nul. Il ne va pas ajouter des données par lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tout effacer. Imaginez que vous êtes en production, que vous avez une base de données énorme, que vous avez ajouté un attribut et que vous vous êtes trompé en notant cet attribut à note nulle. Eh ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller écraser l'ensemble de votre base de données. Et là, ça sera la catastrophe. Donc, il faut vraiment faire attention et vérifier avant d'exécuter votre update du schéma de votre base de données. Il faut faire un -dump-sql afin de vérifier quelles sont les requêtes qu'il va exécuter.